Bonsoir Jean-Pierre Luminet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous et de vous être prêté au jeu de cette nuit rêvée. C'est vous qui avez choisi les émissions que l'on entendra tout au long de la nuit. On sera ensemble jusqu'à 7 heures du matin. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille et de l'Observatoire de Paris-Meudon. Mais vous êtes aussi tour à tour essayiste, romancier, poète, musicien et encore dessinateur et sculpteur. En astrophysique, vos recherches ont porté tout particulièrement sur les trous noirs et vous avez l'art de donner à vos hypothèses scientifiques des noms particulièrement chantants. Vous avez ainsi étudié la formation de crêpes stellaires flambées. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Puis dans le domaine de la cosmologie, vous avez inventé ce très joli concept d'univers chiffonné. Il faut mentionner également que l'astéroïde numéro 5523 porte votre nom. Clin d'œil et hommage des scientifiques qui l'ont découvert en 1991 à vos travaux. On retrouvera dans le choix des émissions cette nuit cet éclectisme qui caractérise votre double pratique de chercheur en sciences et d'artiste au fond. Il sera question du destin de l'univers, bien sûr. On s'intéressera notamment au Big Bang, à la relativité d'Einstein, à la grande querelle de l'héliocentrisme qui a traversé la Renaissance. Mais vous avez aussi choisi de mettre à l'honneur des écrivains, des poètes, un musicien et un peintre. On entendra ainsi cette nuit les voix de Jean-Claude Carrière, de Jacques Réda, de Raymond Queneau, de Thelonious Monk et les mots de Van Gogh dans un choix de lettres écrites à son frère Théo. Vous allez nous dire de quelle façon chacun de ces créateurs compte pour vous. Mais pour commencer notre discussion, je voudrais vous interroger sur votre parcours. J'ai été très frappée en lisant la préface de l'un de vos livres qui s'intitule Illumination, Cosmos et Esthétique par le fait que vous racontez comment enfant, dans le midi de la France, vous êtes né à Cavaillon, vous passiez certaines de vos nuits à contempler le ciel. Jusque-là, rien de très étonnant, mais vous dites qu'en fait, bien plus que l'observation des étoiles ou des astres, c'est un intérêt pour le vide qui vous a conduit du côté de l'astrophysique. Ça m'a intéressé parce que c'est loin d'une image un peu stéréotypique de l'astrophysicien dont la vocation, pense-t-on, naîtrait forcément de l'amour de l'observation des étoiles. C'était quoi cet intérêt pour le vide, Jean-Pierre? Oui, c'est vrai, je vivais à la campagne et lorsque je regardais forcément le ciel en sortant, je ne le regardais pas avec l'œil de l'astronome, que je n'ai jamais été. Puisqu'on en parlera plus tard, je suis devenu astrophysicien, mais je suis réellement un théoricien manipulant des équations et des concepts. Et donc je regardais déjà avec un œil contemplatif, je dirais. Vivant la campagne, j'avais déjà un certain rapport naturel avec la nature qui m'entourait. Je passais beaucoup de temps dans mon jardin, j'ai observé la vie des insectes, par exemple, pousser les fleurs, ce genre de choses. Et que lorsque effectivement je tournais les yeux vers le ciel, au-delà effectivement de la beauté si célébrée des cieux provençaux, dont Van Gogh notamment se fait l'écho, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, j'ai dit et j'ai écrit, et c'est tellement vrai que ce qui m'interpellait, c'était pas simplement les épingles lumineuses des étoiles, qui font tout de même effectivement des beaux cieux provençaux, mais c'était plutôt ce qu'il y avait entre, c'est-à-dire ce noir, cet invisible, qui déjà m'interpellait et me posait des questions. Est-ce que c'est le vide? Est-ce que ce noir? Ou est-ce que ce noir ne contiendrait-il pas, au contraire, l'essentiel de l'univers? Et c'est des questions que je me posais, mais vraiment tout enfant. Donc c'était à la fin des années 50. On ne savait rien à l'époque sur le plan de l'astrophysique, de la cosmologie, sur le fait qu'effectivement, ce que l'on découvrirait bien plus tard, que le ciel et l'univers est effectivement gouverné par des formes de matière et d'énergie qui sont noires. Et donc effectivement, l'essentiel se trouve dans le noir, mais ce noir justement, au lieu d'être le rien, l'absence de toute chose, l'absence de lumière, c'est potentiellement ce qui contient tout. Et ce qui a été fascinant après dans une grande partie de mon travail, c'était de reconstituer finalement de quoi est fait ce noir, de quoi est-il peuplé? Est-ce qu'il a d'abord une chair? Est-ce qu'il a une texture? Et puis quels sont les astres noirs qui sont dans ce ciel noir entre les étoiles que l'on ne voit pas et qui forment essentiellement, qui nous donnent finalement le discours le plus profond que l'on peut avoir sur l'univers, cet univers invisible sur lequel évidemment on aura l'occasion d'y revenir. Et donc cet aspect contemplatif que j'ai toujours conservé a fait que je me suis
Tout d'abord, dans cette enfance contemplative, j'ai commencé effectivement à exercer beaucoup de mes passions dans beaucoup de domaines différents, parce que je m'interrogeais sur le monde, mais pas uniquement à travers une seule lucarne, qui pourrait être la lucarne de la science, dont de toute façon à cette époque je ne possédais évidemment aucun des langages, bien entendu. Et donc très vite, ma passion s'est portée vers des formes d'expression artistique, la musique, la peinture, le dessin, l'écriture, la littérature, la poésie, voilà. Et finalement, les sciences sont venues relativement tard, parce que finalement aussi, il faut une certaine maîtrise, une certaine technique, évidemment, pour pouvoir commencer à répondre aux questions. Qu'est-ce que c'est que le noir? Qu'est-ce qu'il y a entre les étoiles? Bon, quand on a 8-9 ans, on n'a pas de réponse claire à donner. Après, il faut un outillage, un arsenal mathématique assez important pour y répondre. Et finalement, c'est ce qui a décidé, relativement tardivement, de ma vocation de chercheur. Je pense, Jean-Pierre Luminet, à un vers d'un de vos poèmes qu'on peut lire dans votre recueil Itinéraire céleste. Vous écrivez « Me plaît le noir sang du vide interstellaire ». De façon générale, quel est le rapport que vous entretenez à la nuit? Est-ce que pour vous, la nuit est synonyme de calme, de bien-être, ou est-ce qu'au contraire, c'est un terrain d'angoisse? Alors pour moi, pas du tout d'angoisse. Je n'ai jamais ressenti la fameuse angoisse du libertin athée de Pascal face à l'immensité interstellaire. Non, c'est le moment de la réflexion. C'est le moment où à la fois s'ouvrent les yeux de la nuit, qui sont les yeux des étoiles, et où s'ouvrent également les yeux de l'esprit, qui sont celui de l'homme qui s'interroge. Pas forcément seulement l'astronome, bien entendu, ou l'astrophysicien. Le philosophe, le penseur, le poète, le musicien. Beaucoup travaillent la nuit, source d'inspiration. Alors évidemment, le calme qui est censé s'instaurer la nuit, si on n'est pas aux côtés d'une boîte de nuit parisienne, je ne sais quoi, que je n'ai jamais fait, bien entendu, est propice évidemment à ce moment de recueillement et de réflexion. Et voilà. C'est votre cas, vous travaillez la nuit? Même si aujourd'hui je dois dire que je passe l'essentiel de mes nuits à dormir, parce que je dors beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré la débauche de mes activités. C'est effectivement la nuit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi le part fondamental de la nuit, c'est pas seulement le regard de l'œil physique vers le noir et les quelques lumières de la nuit, c'est également le travail interne qui peut se faire également pendant le rêve. Et ça a joué aussi un rôle très très important dans beaucoup de mes travaux et de mes réflexions. L'esprit travaille en tâche de fond lorsque l'on dort, et il y a des choses merveilleuses parfois qui se révèlent au réveil parce que notre esprit y a pensé. Vous nous disiez que vous étiez enfant autant intéressé par les modes de création et d'expression artistique que par les sciences. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que malgré tout, c'était du côté des sciences et en particulier de la physique que vous alliez faire votre chemin professionnel? Assez tardivement, disons, les sciences, aussi bien les sciences dures que également les sciences naturelles, m'intéressaient beaucoup, mais plutôt un petit peu comme une sorte de dictionnaire naturel de la nature, et dans lequel d'ailleurs j'ai passé une grande partie de mon enfance un petit peu en solitaire, ou soit avec mon frère également, à compulser d'énormes dictionnaires pour y chercher des choses extraordinaires, et je m'amusais, je me rappelle, dans de grands classeurs, à noter les longueurs des grandes rivières, les superficies des plus grands lacs, tout un ensemble de choses comme ça, y compris je m'intéressais aux espèces d'oiseaux, aux espèces de reptiles, tout ça, je classais ça. Bon, c'est un petit peu le côté aristotélicien du classement, ce genre de choses. Voilà. Mais et en parallèle aussi, du coup, je classais un petit peu les constellations, les noms d'astéroïdes que je découvrais dans ce dictionnaire. Voilà. Mais sans avoir du tout l'idée qu'un jour je deviendrais chercheur. Je ne savais même pas ce que c'était que qu'être réellement chercheur. Donc finalement, ça a été le fait que j'avais des facilités en mathématiques qui ont fait que, effectivement, j'ai suivi les filières normales et souhaitées en général par les parents lorsqu'ils voient leur fils doué en mathématiques. Voilà. Alors donc, j'ai fait mes études de mathématiques. Ça me plaisait beaucoup parce que ça correspondait justement un petit peu à mon esprit plutôt tourné vers l'abstraction. Vous savez, j'ai jamais démonté un poste de radio pour voir comment ça fonctionnait. Ça, pour moi, la technologie, c'est vraiment pas mon truc. Voilà.
Voilà, donc cette pratique des mathématiques qui satisfaisait mon goût de l'abstraction me permettait également justement de disposer beaucoup de temps à côté, parce que vous savez, en maths, quand vous êtes bon en maths, vous avez des facilités, vous n'avez pas besoin de vraiment de travailler, vous résolvez les problèmes rapidement. Voilà, c'est pas pareil lorsque l'on fait des études en philosophie où il faut énormément lire ce genre de choses. Voilà, donc ça me laissait justement pleinement le temps de m'adonner à mes autres, ce que j'allais dire mes vraies passions. Je répète donc la musique, le dessin, la poésie, la littérature, mais évidemment aller poussant mes études assez loin dans le domaine des mathématiques jusqu'à une maîtrise. Alors là, effectivement, il s'est passé des choses bien intéressantes qui ont finalement décidé de mon parcours futur. C'était simplement la lecture de 2 ou 3 ouvrages de l'époque qui commençaient à parler en termes relativement vulgarisés, mais pas trop. Voilà, du Big Bang, des trous noirs. Mais même c'était une époque où encore on ne savait pas grand-chose sur ces concepts-là. Et je me souviens justement un petit peu une image fonctionne, je pense aussi, notre imaginaire fonctionne avec des images primordiales, des images primitives, ou sorte d'archétype de la pensée. Et parfois, c'est un terme à connotation un peu poétique qui peut déclencher quelque chose. Et je me souviens très bien avoir lu dans une encyclopédie, je devais avoir 15-16 ans à peine, petite encyclopédie qui parlait de l'astronomie, de l'univers en général, que je lisais parmi d'autres encyclopédies. À la fin, il y avait une page une seule page qui était consacrée à la relativité générale d'Einstein, qui était forcément une page extrêmement vulgarisée, bien entendu. Mais dans cette page, je lis l'espace-temps à la forme d'un mollusque. Et moi, cette image-là m'a absolument stupéfié. Comment l'espace, l'univers peut-il avoir la forme d'un mollusque? Et finalement, c'est vrai que ce type de phrase déclenche quelque part une interrogation profonde. Et après, je n'ai eu de cesse d'expliciter ce que c'était que ce mollusque d'espace-temps, d'où on passe à la relativité d'Einstein, l'espace-temps courbe, puis après, plus tard, les formes étranges de l'univers que j'ai développées à travers mes modèles d'univers chiffonnés. Et puis également, après, toutes ces puits gravitationnels étonnants, enfin, ces formes et courbures de l'espace-temps qui peuvent aller si loin que l'on a des puits de gravitation que l'on appelle évidemment les trous noirs et qui, dès que j'en ai entendu parler, m'ont évidemment fasciné et j'y ai consacré de nombreuses années de recherche pour expliciter le noir des trous à travers la lumière qui est autour. Alors justement, je voudrais qu'on explique un peu de quoi il s'agit, ces curieux objets dont on parle aujourd'hui pas mal, les trous noirs, mais qui, je crois, à l'époque où vous avez commencé à vous y intéresser, n'étaient pas tellement objet de curiosité, ni de la part du grand public, mais pas non plus de la part de la communauté scientifique. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous néophytes, qu'est-ce qu'un trou noir, Jean-Pierre Oui, Luneau? Alors c'est vrai que donc dans la seconde moitié des années 70, lorsque j'ai commencé effectivement à faire mes premières investigations de chercheurs, les trous noirs restaient une hypothèse purement théorique. Il y avait déjà un corpus théorique développé, mais absolument aucune observation de quoi que ce soit suggérant qu'ils puissent exister dans l'univers. Ce qui m'a intéressé, c'était pas tellement de révéler leur existence, parce que pour ça, il aurait fallu que je sois astronome, observateur, fasse ce genre de travail. Voilà. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est justement les distorsions étranges, les mirages que les trous noirs, avec les courbures extraordinaires qu'ils impriment à l'espace-temps, et du coup, les rayons lumineux qui tissent la forme de l'espace-temps, qui épousent également, finalement, les distorsions que le trou noir imprime dans son voisinage et produit des illusions d'optique, des images multiples, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé à l'observatoire de Paris pour poursuivre mes recherches, que j'avais initialement à Marseille et puis un petit peu à l'université de Montpellier, après quelques travaux assez abstrus qui n'avaient rien à voir avec les trous noirs, mais qui m'ont permis de passer une thèse de physique théorique, j'ai été le premier effectivement à me questionner, mais alors ces trous noirs, puisque les trous noirs, je n'ai pas donné de définition claire et simple le trou noir. Le trou noir, c'est, en termes d'astrophysique en tout cas, c'est un astre dont le champ de gravité, qui est engendré par sa masse et la masse concentrée dans un certain volume, dont le champ de gravité est si grand que plus rien ne va pouvoir s'en échapper, pas même la lumière. Voilà. Alors évidemment, pour comprendre réellement mieux les trous noirs et les formaliser de façon correcte, il faut pas se contenter de la gravitation habituelle à la Galilée, à la Newton. Il faut passer effectivement à la relativité générale d'Einstein, qui visualise, si vous voulez, l'espace-temps comme une sorte de tissu élastique avec des courbes et des formes, et on peut réellement avoir des puits de gravitation lorsque précisément
précisément la matière se condense dans des formes, dans des formes extrêmement massives ou extrêmement denses. Et on sait qu'effectivement, par exemple, à la fin de leur vie de lumière, les étoiles les plus massives subissent un effondrement gravitationnel de leur cœur. Et cet effondrement gravitationnel peut être suffisamment puissant pour provoquer précisément un puits de gravitation dans la texture même de l'espace-temps et de son tissu élastique, au point que lorsque l'on franchit ce bord du puits, on tombe dedans et on ne peut pas en ressortir. Et c'est ça, en fait, la définition relativiste d'un trou noir. Ça veut dire que le trou noir, donc, va être bordé par une frontière qui n'est plus du tout une surface solide ou gazeuse, comme celle des astres ordinaires, mais simplement c'est une zone de l'espace-temps dans laquelle vous pouvez rentrer sans problème, mais c'est une zone de non-retour, un petit peu comme l'enfer de Dante, hein, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Voilà. Et donc, alors après, le premier travail que j'ai fait sur le trou noir, alors justement, on en reparle beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a une actualité dont je vais vous parler. Le premier travail que j'ai fait, c'était essayer de visualiser à quoi il pourrait ressembler. Alors ça paraît bizarre comme question, puisque le trou noir par construction il est invisible puisqu'il n'émet pas de lumière. Alors pour convaincre justement les astrophysiciens de l'époque, je débarquais dans un observatoire essentiellement entouré, non pas de théoriciens comme moi, mais d'astronomes, je voyais bien que le trou noir ne convainquait pas, puisqu'il n'y avait aucun indice expérimental qui puisse exister. Puis ils se disaient mais si c'est invisible on ne le verra jamais, donc à quoi ça sert? Voilà. Et donc l'idée c'était d'imaginer des situations astrophysiques plausibles où le trou noir n'était pas nu, mais était habillé. Habillé de quoi? Habillé de matière, habillé de gaz, entouré d'étoiles par exemple. Et c'est le comportement en fait de ce gaz ou de ces étoiles autour de ces trous noirs qui allait révéler indirectement la présence du trou noir lui-même. Et qui permet de les représenter, voilà. d'en donner une représentation. On a ici un exemple très particulier de ce qui se développera beaucoup plus tard, c'est comment on peut révéler l'invisible à partir de quelques épingles lumineuses qui bougent et qui sont affectées par cet invisible. Et finalement, on traque l'invisible à partir de mouvements et de l'observation du visible qui est agité par cet invisible-là. Et donc voilà, en 1978, j'ai utilisé l'unique ordinateur de l'époque que possédait l'Observatoire de Paris, qui était un énorme ordinateur qui occupait une salle entière. C'était l'époque où on avait encore des cartes perforées, ce genre de choses. Donc j'ai créé un programme pour calculer à quoi ressemblerait un trou noir entouré de ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire en fait un anneau de gaz brillant. Et ça, c'est une situation astronomique tout à fait normale et tout à fait typique. Mais évidemment, au lieu de voir ce système comme on peut voir les anneaux de Saturne, par exemple, avec une partie cachée, si on est un petit peu au-dessus du plan, eh bien, le calcul montre que, et l'intuition géométrique également, ce qui est très important avant de passer au calcul, montre que le trou noir ne cache rien de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps relève les images arrière du disque, on voit la totalité du disque, et ensuite on voit également le dessous, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc on crée véritablement par un essai de lentilles gravitationnelles, on crée des effets d'optique extraordinaires. Et j'ai eu grand plaisir dans quelques mois donc à calculer cette première image donc d'un trou noir entouré d'un disque d'accrétion. Ça ressemble à une sorte d'œil dans le ciel entouré d'un halo lumineux. Voilà. Et puis d'ailleurs, une petite anecdote qui fait un lien également avec ma passion de la poésie, c'est qu'après avoir calculé cette image, en lisant un jour un recueil de poèmes de Gérard de Nerval, qui est un extrait de son recueil qui s'appelle Les Chimères, j'ai trouvé 2 strophes absolument extraordinaires qui était une légende parfaite à cette image que j'avais calculée évidemment de façon avec les équations les plus compliquées de la relativité générale. Alors je ne sais pas si ma mémoire va fonctionner comme ça directement au micro. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos, dont le néant et l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. C'est magnifique parce qu'on a ici un exemple que je développerai après par la suite dans d'autres ouvrages, notamment Les poètes et l'univers, de la façon dont également peut fonctionner l'imaginaire et l'intuition du poète face à l'univers, tout en ignorant totalement les données scientifiques, parce qu'à l'époque de Nerval, puis c'est 1848 ce texte-là, on ne parlait absolument pas des trous noirs. Vous avez fait allusion au fait que les trous noirs sont revenus sur le devant de la scène tout récemment. Je pense que vous faites allusion au fait que à cette observation extraordinaire qui a fait trembler le monde scientifique
récemment le fait qu'en septembre 2015, on a mesuré le passage sur Terre d'une onde gravitationnelle émise il y a 1,3 milliard d'années, nous dit-on, par la fusion de deux trous noirs. C'est une observation qui avait été annoncée officiellement quelques mois après et qui a valu le prix Nobel de physique à 3 scientifiques qui l'ont rendu possible. Est-ce que cette observation prouvait aussi que les trous noirs existaient? Est-ce que, puisqu'on nous dit cette onde gravitationnelle est née de la fusion de deux trous noirs, est-ce que c'était la première confirmation de leur existence? Alors disons que jusqu'à ces observations de détection d'ondes gravitationnelles qui étaient attendues depuis au moins un siècle, manquaient simplement les moyens technologiques pour détecter cette amplitude invraisemblablement faible de ces vibrations d'espace-temps, on avait tout de même d'excellents candidats trous noirs, mais toujours de façon indirecte. À la fois, effectivement, les trous noirs entourés de disques d'accrétion dont j'avais calculé l'image. Après, évidemment, on a commencé non pas à voir directement ces disques d'accrétion, mais indirectement la lumière et le rayonnement électromagnétique extrêmement énergétique qu'ils émettent. Donc on avait observé ce qu'on appelle les sources X binaires, qui sont des couples d'étoiles dans lesquels un trou noir aspire l'enveloppe gazeuse de son partenaire et avant de disparaître, le gaz arraché à l'étoile normale émet des rayonnements extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dire mais oui, les trous noirs existent bel et bien. Et c'était justement à l'époque où j'ai commencé à faire également ce premier dessin. Mais donc ce n'était que des arguments, des supports indirects. Pareil avec mes crêpes stellaires que j'ai calculées plus tard, il y avait que le trou noir qui était capable de briser des étoiles, de les aplatir comme des crêpes et d'en faire des flambées. Alors voilà. Il faut que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est que, rapidement, si vous pouvez en 2 mots, qu'est-ce que c'est que ces crêpes stellaires flambées? Après avoir calculé cette image, au début des années 80, j'ai poursuivi cette interrogation, comment révéler les trous noirs par le comportement de la matière qui tourne autour. Alors, des petits trous noirs ou des gros trous noirs peuvent être entourés de disques de gaz, donc c'est les disques d'accrétion je parle, mais également des très gros trous noirs, ceux que l'on trouve au centre des galaxies, par exemple au centre de notre propre galaxie, peuvent être entourés, et sont entourés généralement, d'un amas d'étoiles. Alors, vous avez un amas d'étoiles, et dans ces étoiles-là, vous avez des trajectoires diverses et variées. Il y en a qui vont frôler le trou noir, il y en a même qui vont tomber dans le trou noir géant, donc il va pas se passer grand-chose sinon que l'étoile disparaît à la vue. Mais ce qui est intéressant, et à l'époque c'était absolument pas connu sur le plan expérimental, donc ça c'est bien la démarche de l'astrophysicien théoricien qui pose une hypothèse physiquement plausible, même si on n'en a encore jamais observé au télescope. Donc l'hypothèse que j'avais posée, c'est que probablement il existe des trous noirs géants au sein des galaxies. Probablement il y a des étoiles qui vont le frôler, un petit peu comme des comètes qui vont frôler le Soleil. Qu'est-ce qu'il arrive à ces étoiles? Vous mettez ça en équation et vous trouvez que pendant la traversée d'une zone critique, l'étoile est aplatie violemment en quelques heures dans le plan de son orbite sous la forme de ce que j'ai appelé pancake en anglais, parce que les articles sont écrits en anglais, donc une crêpe stellaire. Et à mesure qu'elle est aplatie, évidemment la température et la pression montent et elle finit par exploser. Ça crée une grande flambée de rayonnement. Donc j'ai écrit tout un ensemble d'articles sur les crêpes stellaires flambées et toutes les conséquences que l'on pourrait avoir. Et c'était finalement une signature indirecte de l'existence des trous noirs, signature qui a été découverte effectivement une quinzaine d'années plus tard, alors que j'étais passé à d'autres sujets. Et aujourd'hui, couramment, on observe des crêpes stellaires flambées dans l'univers, dans les galaxies lointaines. Juste à propos de ces ondes gravitationnelles, donc finalement, ça a été la première confirmation, non indirecte, parce que vraiment la fusion de deux trous noirs, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique qui sort, et donc cette onde gravitationnelle, c'est vraiment la caractéristique qui avait déjà été calculée auparavant par des théoriciens de ce qui doit se passer lorsque deux trous noirs fusionnent. Mais en fait, ça je l'ai pas dit. Pourquoi cette image que j'ai faite il y a exactement 40 ans, je l'ai publiée en 1978, est d'actualité aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à l'époque. À l'époque, j'imaginais pas que de mon vivant, on puisse avoir un télescope suffisamment puissant pour réellement voir ce qu'on appelle l'horizon des événements d'un trou noir. L'horizon des événements, c'est le nom que l'on donne à la surface d'un trou noir, qui, je répète, n'est pas une surface solide, c'est juste une zone de non-retour, donc cela ressemble à une sphère noire. Donc en elle-même, on la voit pas. Oui, mais si cette sphère noire est entourée d'un disque de gaz, eh bien on va voir le disque de gaz d'une façon particulière. Eh bien pour la première fois, des observations qui ont été faites en 2017 par un ensemble de radiotélescopes répartis à travers la planète entière et qui sont l'équivalent finalement d'un radiotélescope unique qui aurait la taille de la planète. Ça fait un radiotélescope tellement grand qu'il a ce qu'on appelle une résolution angulaire, c'est-à-dire une finesse de regard suffisante pour traquer pour la première fois le trou noir géant qui est au centre de notre galaxie, qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, dont l'image apparente sur le ciel
n'est pas plus grande que l'image d'une pièce de 1 euro placée sur la Lune. Et donc, il faut un télescope géant pour l'observer. Et cette image, elle est en train d'être calculée, parce que les observations ont été faites en 2017 par 8 radiotélescopes. Les images, la masse de données est tellement considérable qu'il faut plusieurs mois pour traiter l'information. Et l'image va être donnée dans le premier semestre 2018. Et ce sera très probablement l'image que j'ai calculée il y a 40 ans. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une recherche, très souvent, vous partez non pas à l'aveugle, mais avec une dimension de risque assez impressionnante, puisque quand vous vous lancez, vous n'avez d'abord aucune confirmation que l'objet sur lequel vous enquêtez, pour le dire un peu vite, existe réellement ou va avoir une confirmation. Le risque, ça fait partie de votre métier de chercheur. Un mot qui m'est très cher parce que on vit aujourd'hui dans une société où le risque est éliminé, on ne veut pas entendre parler. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la recherche en physique fondamentale, c'est le risque, c'est-à-dire on explore des voies. Alors évidemment, ce sont des risques intellectuels, bien entendu, ce ne sont pas des risques physiques. On n'est plus à l'époque de Giordano Bruno qui prenait des risques en parlant de la pluralité des mondes habités pour finir sur le bûcher. Heureusement, bon, il y a des risques intellectuels, des risques, d'être rejetés par la communauté scientifique si on est trop en dehors des sentiers battus, mais c'est ça qui m'intéresse. Le risque, c'est-à-dire de commencer à penser à des sujets qui sont effectivement étayés par des modèles mathématiques cohérents, etc., mais qui sont un petit peu en dehors du courant. Et donc à explorer ces choses nouvelles. Et c'est un risque parce qu'on n'a aucune garantie, de résultat. Et c'est vrai que l'histoire des sciences, dont on aura probablement l'occasion de parler, fourmille comme ça de trouvailles extraordinaires, de chercheurs, de savants qui ont eu des idées extraordinaires, qui ont passé une partie de leur vie, voire leur vie entière, à explorer des pistes. Et finalement, ces pistes se sont pas avérées des bonnes pistes. Donc, ils ont pris des risques. Mais ce sont pas des échecs, parce que les échecs servent évidemment à permettre de revenir en arrière et explorer d'autres pistes. Et en général, les outils que l'on développe sur des pistes qui n'aboutissent pas sont utilisables dans d'autres pistes. Toute l'astrophysique contemporaine, Jean-Pierre Luminet, on l'entend dans ce que vous dites, se situe aujourd'hui dans le champ de la théorie de la relativité générale mise au jour par Einstein. Vous nous avez dit comment votre propre vocation de chercheur en physique était née de cette formule l'espace-temps à la forme d'un mollusque. On écoutera ce soir une émission qui rend hommage au fond à cette théorie, émission que Michel Alberganti avait consacrée à la relativité générale pour célébrer son centenaire en 2015. Il avait reçu 3 de vos confrères, Marc Lachiezeret, que vous connaissez bien, avec qui vous avez travaillé. J'ai collaboré, oui. Françoise Balibar et Jean Eisenstadt, qui donnaient quelques éléments pour la rendre intelligible. L'émission Sciences Publiques était intitulée « Peut-on comprendre la relativité d'Einstein ?» Vous qui avez écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation, même si vous n'aimez pas beaucoup ce terme, je crois, c'est une question que j'ai envie de vous adresser. Est-ce qu'à votre avis, la relativité d'Einstein et plus généralement les théories physiques complexes sont accessibles à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas de formation scientifique? Je pense que les idées de base sont accessibles, évidemment. Après, non pas, évidemment, les détails techniques de fond, parce qu'en plus, là, évidemment, la science, à mesure qu'elle progresse, se spécialise de plus en plus, devient de plus en plus technique, son langage devient de plus abstru, et donc, pour aller réellement au fond des choses, c'est effectivement, c'est pas à la portée du grand public, mais les idées principales sont réellement à la portée du grand public, sinon, je ne saurais pas donné tant de mal ou de plaisir, c'est selon, à écrire autant d'ouvrages, essayant justement d'expliciter les idées de base de la relativité générale, mais souvent avec des images parfois poétiques, des métaphores. Je veux dire, le mollusque, l'espace-temps, les courbures, les formes de l'univers, etc. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des images du vocabulaire français, sympathiques, des métaphores qui ne rendent que très partiellement compte. Pareil avec l'univers chiffonné, les crêpes stellaires, ça ne rend que très 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 partiellement compte, évidemment, du détail technique qu'il y a derrière. Mais ce sont des théories magiques de la relativité générale, découle, qui au début, effectivement, a posé a suscité beaucoup de scepticisme de la part, y compris des meilleurs scientifiques, des contemporains d'Einstein, parce que je me souviens bien dans cette émission que j'ai réécoutée, à un moment, Marc dit quelque chose Marc Lachiezeret. Marc Lachiezeret dit quelque chose que je trouve très juste. Il dit qu'en fait, ce qui est difficile, c'est pas tellement d'apprendre quelque chose de nouveau,
mais c'est de renoncer à ce que l'on croyait, à ce que l'on pensait. Je trouve ça très très juste. Et donc effectivement, beaucoup de résistance qu'il y a eu à l'idée de la relativité générale, espace-temps courbe, expliquer la gravitation non pas comme une force d'attraction universelle à la Newton, mais en termes d'une courbure de l'espace-temps. Et puis après, évidemment, ça débouche sur les modèles du Big Bang, ça débouche sur les trous noirs, ça débouche sur les ondes gravitationnelles, des choses qui n'étaient pas imaginables du temps de Newton. Voilà. Et donc, si ça suscitait autant de résistance, c'est parce qu'effectivement, il y avait une façon de penser l'univers. Et même Einstein était en partie imprégné, pour certaines des applications de la relativité générale, de certaines façons antiques de penser l'univers qui forment obstacle à accepter. Moi, dans ma jeunesse, j'avais finalement la chance de pas être vraiment imprégné ou de ne pas avoir d'idées préconçues. C'est pour ça que la première fois que j'ai ouvert un bouquin où j'ai entendu parler de la relativité générale d'espace-temps courbe, ça m'a paru complètement naturel. Et si je dis ça, je pense que c'est important dans l'éducation et l'enseignement de la physique à l'école. Je pense qu'au lieu évidemment, il faut déformer les maîtres pour ça, ce qui est pas facile, mais au lieu de commencer à parler de la physique en reprenant un petit peu le cours de l'histoire, etc., et puis finalement, on arrive à parler des théories d'aujourd'hui que dans les degrés les plus élevés de l'université. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par faire l'inverse. Et je le vois, moi, quand j'en parle, parfois, je vais dans des collèges, dans des lycées, je parle tout de suite d'espace-temps courbe, de mollusques d'espace-temps, etc., et les enfants sont fascinés. Et après, on peut leur expliquer que la physique de tous les jours qu'ils apprennent, ce ne sont que des approximations de cette chose-là. Autre émission qu'on va pouvoir écouter dans la première partie de cette nuit, c'est une émission sur le thème du Big Bang. En 1996, Marc Lachiaiseray, encore lui, était l'invité de Michel Cazenave pour expliquer l'histoire de cette théorie. C'est un thème... le Big Bang auquel vous êtes vous-même beaucoup intéressé. Jean-Pierre Luminet, vous êtes notamment l'auteur d'un livre très éclairant à ce sujet qui s'appelle L'invention du Big Bang. C'est une théorie, c'est peut-être l'une des théories d'astrophysique les plus célèbres et en même temps, elle est l'objet de beaucoup de malentendus. On croit savoir de quoi il s'agit, mais en fait, on se trompe, dites-vous, dans cet ouvrage sur le Big Bang. Oui, parce que généralement, on associe le Big Bang à un récit sur les origines du monde. Et là, évidemment, on tombe dans le sujet l'un des plus vertigineux problèmes que l'humanité se pose depuis toujours, trouver une sorte de système général qui expliquerait la formation du monde. Hein. On est dans le domaine donc des cosmogonies. Les cosmogonies, effectivement, ça veut dire effectivement la génération gonos du monde qui est le cosmos. Voilà. Et on remarque effectivement, donc finalement la cosmogonie et la cosmologie existent depuis que l'humanité essaie de penser l'univers, parce que là à nouveau c'est un archétype de la pensée que d'imaginer notre origine. Et donc ça a commencé par des récits mythiques, les légendes sur la création de l'univers. On ne trouve aucune culture, aucune civilisation qui ne commence pas, ou aucun récit mythique, mythologique, voire religieux, qui ne commence pas par une hypothèse sur la formation du monde. Et bien là, évidemment, alors il est assez fascinant effectivement d'explorer tous ces récits, puis d'explorer l'évolution de la pensée à travers les siècles sur ces récits cosmogoniques, ces récits de la formation du monde, soit de l'univers dans son ensemble, ce que seule la théorie du Big Bang est capable de faire, ou soit avant la formation des objets qui sont dans l'univers. Par exemple, la nébuleuse primitive de Laplace, qui commence par imaginer la formation des mondes tels que le Soleil, les systèmes solaires, et ainsi de suite, puis plus tard la formation des galaxies. Alors évidemment, il y a un fossé entre, ces fables de la prime enfance de l'humanité, représentées par les légendes et aussi fascinantes soient-elles, et puis évidemment les tentatives de reconstitution moderne, la cosmologie relativiste, précisément les modèles de Big Bang, qui sont à la fois incroyablement ambitieuses, beaucoup plus ambitieuses que tout ce qui avait été fait. Elles restent prudentes parce qu'on reste dans la démarche scientifique, puisque elles sont effectivement établies aussi sur une masse énorme de données expérimentales qui contraignent évidemment l'imagination, la construction des modèles, et elles mettent en œuvre après de façon très subtile des données très abstraites venant des mathématiques, de la physique fondamentale et de l'astronomie. Donc oui, c'est un sujet absolument fascinant et capital qui s'est essentiellement développé effectivement à partir des années, sur le plan scientifique, réellement, c'est devenu scientifique à partir seulement des années 1920. Jean-Pierre Luminet, il faut qu'on aborde l'autre champ, l'autre domaine qui vous occupe beaucoup. Je veux parler de celui de la création artistique. Parmi vos activités artistiques qui sont nombreuses, l'une occupe une place de choix, c'est la poésie. Vous avez publié plusieurs recueils, notamment Noir Soleil et Itinéraire céleste, tous deux parus il y a quelques années au Cherche Midi. Vous avez souhaité donc que la poésie soit présente au sein de cette nuit. Vos suggestions en ce sens étaient nombreuses. On écoutera deux poètes dans cette
nuit. Le premier n'est pas seulement un auteur que vous chérissez, c'est aussi l'un de vos amis, je crois, c'est Jacques Réda. Comment est-ce que vous l'avez connu et quel est votre rapport à sa poésie ? Alors, bon, mon rapport à la poésie est très ancien, puisque j'ai commencé à écrire des poèmes sur des cahiers quand j'avais 12 ans, etc. Voilà. Et pendant très longtemps, j'avais une attitude assez schizophrénique entre la pratique à l'écriture poétique et la lecture de ce que j'aimais en poésie, et puis l'aspect scientifique, enfin ce que j'ai plus tard appelé la poésie, la poésie scientifique. Donc, je faisais vraiment une séparation complète entre ces deux façons de penser le monde. J'ai toujours en tête cette phrase très belle de Gaston Bachelard qui parle du double infini du cosmos et de l'âme humaine. Et donc pour moi, voilà, ce sont des choses qui ne devaient pas être mêlées. Et puis, comme je le raconte dans la préface d'un de mes ouvrages qui s'appelle Les poètes et l'univers, mon éditeur poétique de cette époque, qui s'appelait Jean Rizet, que j'aime beaucoup, il m'avait dit, mais en fait, si tu explores un petit peu le corpus de la littérature de toutes les époques, de toutes les cultures, de tous les pays, tu verras que les plus grands poètes se sont interrogés à leur façon sur l'univers, non pas dans des poèmes bébêtes en alexandrin qui glorifient le nom des étoiles avec des majuscules, mais vraiment une pensée très profonde, faisant appel également à l'intuition du poète, et ainsi de suite. Et je m'en suis lancé là-dedans, effectivement, et j'ai publié cette anthologie en 96, et j'ai découvert effectivement un corpus de textes absolument magnifique de toutes les époques et de tous les pays. Alors après, donc c'est ce qu'on appelle la poésie scientifique, qui peut être à la fois une poésie d'ordre didactique, en doublant la parole du savant, en la mettant en vers, voilà. A priori, c'est pas la forme préférée, mais il y a quand même quelques chefs-d'œuvre, notamment la nature des choses de Lucrèce, auquel d'ailleurs j'ai rendu hommage dans un de mes plus récents recueils, qui s'appelle également La nature des choses. Voilà. Quand on passe également au mouvement de la Pléiade, les du Bellay, Ronsard, etc., qui était une défense-illustration de la langue française, en faisant intervenir, en rénovant la langue française, en lui incorporant des termes venus de la science de l'époque, et ça s'appelait la Pléiade, c'était pas pour rien, c'est le nom effectivement de cette étoile. Et finalement, je me suis aperçu en explorant la poésie contemporaine, la poésie du XXe siècle, qu'il y avait une sorte de renaissance dans la poésie scientifique à partir des années 1950. À peu près, il y avait un texte un peu fondateur de Francis Ponge qui s'appelle le texte sur l'électricité, qui appelle les poètes d'aujourd'hui et de demain à renouveler effectivement également le langage, comme l'avaient fait les poètes de la Pléiade, en les enrichissant des nouveaux concepts de la science. Et les membres de la Pléiade, contemporaine, c'est Jacques Réda, c'est Raymond Queneau, c'est Roger Caillois, c'est Charles Dobzhansky, voilà, et c'est un certain nombre de poètes. De ces poètes, j'ai eu la chance de les rencontrer, notamment Charles Dobzhansky, et puis Jacques Réda, qui est devenu effectivement un ami, et qui a donc publié, je crois qu'il en parle dans ses émissions, des volumes, des recueils de physique amusante, ce qu'il appelle la physique amusante. Il raconte la science qu'il perçoit de son temps à travers la lecture d'ouvrages de vulgarisation. Donc il avait lu les miens, c'est pour ça qu'il m'avait contacté, et donc il m'a même dédicacé le 2e tome de la physique amusante, ce qui m'a fait très très plaisir, à sa façon, une façon très pertinente à la fois de comprendre la science, mais également une façon impertinente, et c'est ça que j'aime beaucoup, que l'on retrouve également chez Raymond Queneau, essayer d'écrire effectivement un De Rerum Natura moderne, mais avec tout le recul que l'on peut avoir sur les limitations de la parole du poète par rapport à la réalité scientifique, et qui est trop complexe et qui ne peut que leur échapper. Effectivement, Jacques Réda était donc l'invité d'Antoine Perrault, l'émission qu'on entendra tout à l'heure, dans Tire ta langue, pour à l'occasion de la parution du 3e volume de la physique amusante. Et puis l'autre poète qu'on écoutera, c'est Raymond Queneau, vous en avez parlé. Dans une émission de 1950, il était l'invité de Georges Ribemont de Seigne. Et pour conclure l'entretien qu'il lui accorde, il cite quelques vers de sa petite cosmogonie portative, un poème qu'on trouve dans votre anthologie, Les poètes et l'univers, et que vous aimez beaucoup, je crois. Dans cet entretien, Queneau dit que lui ne conçoit pas de poésie écrite simplement pour être lue. Autrement dit, que lui a besoin d'écrire des poèmes dont il sait qu'ils pourront être lus à haute voix. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous écrivez, vous, des poèmes ?
Ah, c'est même absolument fondamental. La musicalité du poème, ça vient aussi de ma passion absolue pour la musique. Et pour moi, le poème, avant d'être publié, lorsqu'une fois qu'il est écrit, il faut impérativement le lire. Et à la lecture, on va comprendre qu'il faut changer des choses, qu'il faut élaguer. En tout cas, quand on est très attaché à cette musicalité. Donc, ce recueil de Queneau, Queneau, il est connu évidemment pour Zazie dans le métro, bien entendu. Il m'a intéressé aussi parce que ça a été un des premiers à tenter d'appliquer des règles mathématiques pour la construction d'œuvres littéraires, puisqu'il a fondé l'ouvroir de littérature au potentiel, l'Oulipo et François le Lyonnais. Il a fait son livre-objet, 100 000 milliards de poèmes. Là, vous avez 10 feuillets découpés en 14 bandes avec un vers chacun. Et quand vous faites toutes les combinaisons possibles, vous trouvez 10 puissance 14, c'est-à-dire 100 000 milliards de poèmes différents, fondés simplement sur 14 vers, mais mis dans un ordre différent. Et à chaque fois, ça change le sens. Donc il aimait beaucoup jouer avec ces choses-là. Et alors là, moi je trouve la petite cosmogonie portative, c'est réellement son chef-d'œuvre, même si c'est très peu connu. Mais enfin, quelques grands écrivains l'ont reconnu. Italo Calvino, il a dit que c'était l'un des tours de force le plus extraordinaire de la poésie du XXe siècle. Hein. Il refait un petit peu à sa façon ce qu'avait fait Lucrèce dans la nature des choses, mais à sa façon ironique. Mais malgré tout, il avait intégré une somme de connaissances extraordinaires sur l'état de la physique et des sciences naturelles de son temps, puisqu'il fait allusion à la théorie de l'atome primitif de Lemaître. Moi, j'ai consacré une série de billets de blog à une analyse assez fouillée, effectivement, de la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau. À un moment, notamment, il parle il a un distique, dit « Hyper leur quatre trucs, éclatement burlesque, atome suffisant, atome gigantesque ». Alors évidemment, quand on lit ça, on comprend rien, sauf si l'on sait que aujourd'hui, le Big Bang prédit qu'au tout début de l'univers, il y a eu peut-être une force unique qui a éclaté en 4 forces différentes, qui sont les forces que l'on connaît aujourd'hui, et qui ont donné, à partir de l'atome primitif, l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Intuition du poète. Ou comment les poètes, effectivement, sont souvent en avance sur la science. Jean-Pierre Luminet, on se retrouvera tout à l'heure pour évoquer la suite de vos choix d'archives, mais pour le moment, place aux 4 émissions. Rebonsoir, Jean-Pierre Luminet. Bonsoir. On se retrouve pour la deuxième partie de votre Nuit rêvée. C'est vous qui avez choisi les émissions que nous écoutons tout au long de la nuit. On est ensemble jusqu'à 7h du matin. Depuis le début de la nuit, on a écouté plusieurs émissions en lien avec votre métier, votre pratique principale, j'ai nommé l'astrophysique. On a ainsi pu écouter une émission sur l'histoire du Big Bang, une autre sur la relativité générale d'Einstein, mais on s'est aussi plongé dans l'une de vos autres passions, à savoir la poésie. On a écouté Jacques Réda parler de son recueil La physique amusante, et puis Raymond Queneau, qui en 1950 présentait son poème Petite cosmogonie portative. Mais dans le domaine des arts, vous n'êtes pas seulement poète et écrivain. Je crois que la première de vos passions dans ce champ-là, c'est la musique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place elle occupe dans votre vie ? Une place absolument essentielle. Je pense que si mon histoire de jeunesse avait été légèrement différente, c'est-à-dire si j'avais été dans d'autres conditions, je serais plutôt devenu effectivement musicien professionnel, soit chef d'orchestre par exemple, ou soit compositeur. Voilà. Alors cela dit, j'ai découvert... pianiste. Vous pratiquez le piano aussi, j'ai bien compris. Mais ça c'est venu relativement tard, c'est-à-dire la musique, enfin, celle que je considère comme la vraie musique, a fait vraiment son apparition dans ma vie uniquement lorsque j'avais 13-14 ans, et ça a été pour moi un réel bouleversement. Sur mon blog, je raconte en particulier, donc un petit peu en quelques épisodes différents, qui s'appellent du piano aux étoiles, un petit peu mon parcours progressif dans cet univers extraordinaire qu'est la musique. Moi, je me souviens, donc, je ne connaissais rien de la musique classique jusqu'à l'âge de 12-13 ans, jusqu'à ce que un de mes instituteurs me donne à la fin d'un cours me prête quelques vinyles. Et alors, c'était vraiment la cinquième de Beethoven, la petite musique de nuit de Mozart, etc. Et je n'avais jamais entendu ça, et j'étais instantanément tétanisé. Alors que moi, à l'époque, j'écoutais aussi, comme mon frère et ma sœur aînée, j'écoutais les variétés de l'époque, c'était Johnny Hallyday, Richard Anthony, Sheila, ce genre de choses. Et je suis resté absolument cloué sur le sol de voir d'écouter cette musique. Et après, c'est devenu une véritable passion dont j'ai exploré un petit peu en autodidacte le répertoire en écoutant le plus de musique possible, etc. Après, en parallèle, j'avais eu la chance quand j'étais plus petit, on me mettait à l'école où j'étais, il y avait une garderie
Paris, qui était en fait une école de musique. Et donc, j'ai appris le solfège en même temps que j'ai appris à lire. Et donc, j'avais cette chance extraordinaire, je peux lire une partition comme je lis un livre. Donc ça, c'est aussi une chance, voilà. Et finalement, j'ai découvert le piano seulement à 13-14 ans. Trop tard pour devenir virtuose du piano, mais c'est une passion que je pratique aujourd'hui. Il m'arrive même de donner des fois des petits récitals avec des petits publics sélectionnés, voilà, où je manifeste cette passion pour la musique. Et puis j'ai rencontré évidemment des gens merveilleux. Vos admirations dans le domaine musical sont nombreuses. Justement, on va parler des gens que vous avez rencontrés. L'un des premiers noms, toutefois, que vous m'avez cité, c'est celui de Thelonious Monk, dont on célèbre justement cette année le centenaire de la naissance. On écoutera tout à l'heure, en conclusion de la nuit, le 3e volet d'une série d'émissions que lui avait consacré Gérard Tourtrol et Yvan Amar en 1989. 3e volet consacré en particulier à son travail de compositeur. Comment est-ce que vous avez découvert la musique de Monk, Jean-Pierre Je l'ai Luminet? découverte un peu plus tardivement, puisque dans mes premiers émois musicaux, ça tournait autour de ce qu'on appelle la musique classique, la musique savante. Et en fait, je suis venu au jazz un petit peu plus tard, quelques années plus tard, essentiellement lorsque je suis venu à Paris pour faire ma thèse de doctorat. Je me suis inscrit pendant une année à une école de formation de musicien de jazz. Malheureusement, j'ai pas poursuivi parce que j'avais vraiment trop de choses à faire. Voilà. Mais là, j'étais vraiment en contact avec le jazz parce que déjà, ce qui m'intéressait dans la musique de jazz, c'était le côté improvisateur. Puisqu'évidemment, c'est très beau. Je lis la musique, on met une partition de musique classique. Si c'est pas trop compliqué, si c'est pas du Boulez, du Giannakis, ça va. Vous commencez à faire à donner une idée de ce que ça peut donner au piano avant de travailler, etc. En revanche, le jazz, a priori, vous mettez juste une grille d'accords, mais même symbolisée par des lettres, tout ça, et à partir de là, vous brodez à partir de thèmes, vous faites des choses extraordinaires. Donc ce côté improvisation, qui n'existe en principe pas trop dans la musique classique, même si on a quelques improvisateurs qui font des choses très belles sur des thèmes, voilà, donc c'est cette liberté extraordinaire du musicien de jazz qui me fascine. Et la première fois que j'ai écouté le Thelonious Monk, après être passé par un petit peu les classiques, Louis Armstrong, Duke Ellington, etc., j'ai trouvé quelque chose qui est radicalement différent. D'une originalité extraordinaire. Et je trouvais ça tellement étonnant, la façon dont ça sonnait à l'oreille, que justement, avec la bonne oreille que j'avais, j'ai écouté des enregistrements de Thelonious Monk au piano seul, et j'ai décodé note à note, et j'en ai écrit les partitions pour savoir comment c'était fait. Je voulais savoir comment il était arrivé à sortir ces sons et ces rythmes tellement extravagants, et finalement, je m'attendais à des choses extrêmement complexes, et je me suis aperçu que c'était d'une simplicité, c'est ça qui est merveilleux, d'une géniale simplicité, juste quelques petits accords de septième avec justement une petite quinte augmentée par-ci par-là qui crée un climat sonore extrêmement étrange et qui crée plein de résonances, et c'est comme ça que je suis évidemment devenu absolument fasciné par la musique de Thelonious Monk, pour moi le plus original des musiciens de jazz. Jean-Pierre Luminet, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on entend actuellement? Oui, ce battement fragile, incertain, mais très régulier, c'est le battement du cœur d'une étoile morte qu'on appelle un pulsar. À la fin de leur vie, le cœur des étoiles s'effondre, et certaines de ces étoiles fabriquent des objets fascinants qu'on appelle des étoiles à neutrons. Ils sont des boules extraordinairement compactes, c'est pas encore des trous noirs, hein. Elles sont pas suffisamment massives pour être des trous noirs. Mais en elles-mêmes, elles sont elles-mêmes fascinantes. Donc elles virevoltent à une très très grande vitesse, elles tourbillonnent sur elles-mêmes à très grande vitesse, un petit peu comme les patineurs qui resserrent leurs bras, accélèrent leur vitesse de rotation. Donc ces étoiles tournent très très vite, plusieurs dizaines de fois par seconde, celle-là 11 fois par seconde, celle que nous venons d'entendre là, en émettant un faisceau de rayonnement, en général dans le domaine radio, et qui tourne dans le ciel un petit peu à la façon d'un phare. Et il se dit que si on n'entend pas quelque chose de continu, c'est le faisceau qui passe à chaque fois devant la ligne de visée d'un radiotélescope. C'est pas un vrai son que l'on entend ici, on entend un son, c'est juste une transposition sonore du signal radio qui est émis par la rotation régulière de ces pulsars. Alors pourquoi on écoute ça? C'est parce que
j'ai eu la chance extraordinaire de collaborer à une œuvre astronomique et musicale avec un très grand compositeur qui s'appelait Gérard Griset, qui était donc un disciple notamment de Messiaen, de Xenakis, qui s'opposait un petit peu au sérialisme intégral que voulait imposer, avec génie aussi d'ailleurs, Pierre Boulez dans la musique contemporaine française. Il m'avait contacté à la toute fin des années 1989 parce qu'il avait écouté des enregistrements sur cassette de signaux comme ça astronomiques et de pulsars. Il avait été fasciné par cette régularité métronomique et s'est dit faisons-en quelque chose dans une œuvre musicale. Et donc il m'avait écrit, et moi qui connaissais déjà son nom parce que je m'intéresse beaucoup à la musique contemporaine, j'ai été ravi évidemment d'être contacté par un très grand, que j'estimais être un très très grand compositeur, ce qu'il était réellement, et on a collaboré ensemble pour construire cette œuvre qui aujourd'hui s'appelle donc La Noire de l'Étoile. Elle a été créée en 1991 à Bruxelles. C'est une œuvre écrite pour 6 percussionnistes. Oui. Humain. Au départ, c'était les percussionnistes de Strasbourg. Maintenant, beaucoup de groupes jouent ça. Et avec 2 guest stars au sens propre du terme, 2 étoiles invitées, qui sont en fait des pulsars. L'un d'entre eux est capté par bande magnétique. C'est celui que nous venons d'entendre. C'est un pulsar qui s'appelle le Vela, qui est dans l'hémisphère sud. Il tourne 11 fois par seconde. Le résidu d'une étoile qui a explosé il y a 30 000 ans. Et qui tourne encore 11 fois par seconde sur elle-même et émet ce signal incroyablement régulier et émouvant. Et un autre, alors là, c'était lors de la création, ça faisait partie de notre projet, lier le temps des hommes et le temps des astres, qui en principe sont incommensurables, par un pulsar que l'on pouvait capter au moment même du concert, parce qu'il passait dans la fenêtre d'observation du grand radiotélescope français qui est à Nancy. Et donc direct, c'est le passage qui durait une demi-heure du radiotélescope qui fixait la date du concert et le début précis parce que les signaux acheminés par ligne téléphonique dans la salle de concert devaient arriver à un moment très précis de la partition. À 1 ou 2 secondes près, les musiciens s'arrêtent de jouer et on entend le signal venu de 7000 années-lumière, donc qui avait mis 7000 ans pour venir, mais qui arrive à la seconde même, à l'heure juste dans la salle de concert. Et donc, voilà, cette collaboration pour moi était magnifique. Gérard Griset est devenu un ami très très proche. Malheureusement, il est décédé prématurément, mais ça a été pour moi une grande aventure. Cette œuvre d'ailleurs fait partie aujourd'hui du grand répertoire de la musique pour percussion. Et finalement, ça a initié un grand nombre de collaborations que je poursuis maintenant avec d'autres compositeurs de musique contemporaine. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des parties les plus précieuses de mes activités. Vous allez, je crois, ou vous travaillez en ce moment à la création d'une œuvre avec le compositeur catalan Hector Parra. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire compositeurs, mais notamment avec Hector Parra, jeune compositeur catalan que j'admire beaucoup, qui déjà avait écrit en 2011 une partition qui s'appelait Caressant l'horizon. Ça veut dire frôler l'horizon d'un trou noir, parce qu'il est fasciné par les phénomènes astrophysiques, et qui était en partie fondé dans sa structure, en tout cas, sur la lecture de mon livre, Le dessin de l'univers, Trou noir, énergie sombre. Puis après, donc, on s'est rencontrés à cette époque-là, on a immédiatement, effectivement, sympathisé, accroché, on avait vraiment des conceptions très très proches, à la fois dans nos goûts musicaux et évidemment notre passion pour l'astrophysique, et donc il m'a proposé, effectivement, d'écrire une grande œuvre orchestrale, qu'il a appelée Inscape, qui va être créée, donc maintenant elle est écrite sur un scénario que nous avons conçu ensemble. Alors le scénario, c'est un scénario scientifique qui vaut ce qu'il vaut. On voyage dans l'espace, on plonge dans un trou noir, on passe à travers un trou de verre, on ressort ailleurs, on débouche dans des univers extravagants avec une pulvérisation de l'espace sous forme d'atomes d'espace et d'atomes de temps, des sortes d'hologrammes sonores également, illustrant certains développements de la physique contemporaine, notamment de la théorie des cordes, et tout ça donc adapté, transformé par Hector Parra en une œuvre orchestrale avec une maîtrise qu'il a extraordinaire de la musique orchestrale. Et l'œuvre va être créée donc d'abord à Barcelone à la fin du printemps de l'année qui vient, et puis donc la création parisienne aura lieu au mois de juin, le 14 juin à Paris. On prend date. Ce sera pour moi un grand moment. Autre émission que nous allons pouvoir écouter dans la deuxième partie de Votre Nuit rêvée, c'est une émission qui s'appelle La querelle de l'héliocentrisme et dans laquelle Michel Cazenave avait en 1998 raconté cette extraordinaire révolution scientifique qui à la Renaissance transforme complètement la représentation de l'univers en détrônant notamment la Terre de la position centrale qu'elle occupait jusque-là au profit du Soleil. Cette émission, Jean-Pierre Luminet, on l'a choisie parce qu'elle fait écho à l'une
de vos passions, l'une des cordes de votre arc. Je veux parler de la série de romans d'inspiration historique que vous avez consacrée à ces grands scientifiques que sont Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée et Newton notamment. Série que vous avez intitulée joliment Les bâtisseurs du ciel, et dans laquelle vous racontez sous une forme romanesque la vie et l'œuvre de ces grands savants. Comment est-ce que vous est venue l'idée, l'envie de vous lancer dans cette aventure romanesque? Oui, alors raconter l'histoire des sciences en roman, oui, c'est un projet qui m'est venu à la fin des années 90, mais j'avais commencé à m'intéresser à l'histoire des sciences quelques années auparavant, notamment à travers la lecture. Je me souviens, il y a toujours des livres déclencheurs finalement pour des passions. J'avais lu Les Somnambules de Kepler, de Arthur Koestler, excusez-moi. Le lapsus est significatif parce que en fait, voilà, le personnage phare du livre de Koestler, c'est Kepler, qui est devenu effectivement depuis, après, un petit peu mon savant fétiche, la personnalité la plus attachante que j'ai rencontrée dans toute l'histoire des sciences, et j'y ai consacré, parmi effectivement mes romans scientifiques, j'y ai consacré effectivement 2 romans, tellement que ce personnage est très attachant. Et d'ailleurs, il est bien mis en exergue, je trouve, dans l'émission que j'ai réécoutée, là, qui raconte un petit peu l'accouchement de l'héliocentrisme à partir de Copernic, mais ça suffisait pas, Copernic, il fallait après que ce soit poursuivi par les observations de Tycho Brahe, puis leur interprétation par Kepler, la lunette de Galilée, et couronner le tout par Newton. Donc l'émission, elle est fort bien faite, même si elle occulte un épisode, elle est essentiellement centrée sur évidemment l'astronomie occidentale. Elle occulte effectivement une partie importante de l'astronomie qui fait le pont entre l'astronomie des savants grecs, Alexandrie, et puis l'astronomie copernicienne, qui est évidemment l'astronomie dans le monde arabo-musulman. Donc tout ça pour dire que effectivement, après avoir commencé à m'intéresser profondément sur vraiment l'histoire des sciences, parce que l'histoire des sciences qui m'intéresse, c'est l'histoire des hommes qui font la science. Et l'histoire des hommes, c'est pas uniquement l'histoire de leurs idées, mais comment ils ont vécu. Oui, parce que dans vos romans, ce sont des héros de ce sont l'humanité eux, d'ailleurs. En général, on ne sait rien, sinon simplement on connaît les lois de Kepler, machin, la formule de Newton, le truc de Galilée, l'abjuration de Galilée. Mais comment ils ont vécu. Et ça, ce qui m'a intéressé dans ce projet romanesque, c'est près de raconter cela. Je me souviens d'une phrase dans les 1001 nuits. Il y a Sherazade qui dit, je crois que c'est la 849e nuit, elle dit « Mais les savants, mon Seigneur, et les astronomes en particulier, ne suivent pas les usages de tout le monde. C'est pourquoi les aventures qui leur arrivent ne sont pas les aventures de tout le monde. » Et c'est tellement vrai. Tous ces grands noms de l'astronomie et d'autres beaucoup moins connus qui font forger progressivement notre vision du monde, ils ont eu des vies absolument extraordinaires, et pas seulement à travers les idées, mais parce que ce sont quoi? Ils étaient en opposition, en conflit tout le temps avec les autorités intellectuelles, les autorités religieuses, les autorités politiques de leur temps. Donc ils ont été des précurseurs, ils ont été des inventeurs, ils ont pris des risques, ils ont été des inspirateurs, ils ont été des agitateurs de la pensée à des degrés divers. Il y en a qui étaient plus ou moins courageux, mais ce sont des hommes dont les vies, réellement, c'est un sujet en or pour le roman. Alors donc, j'ai commencé à me lancer dans les romans avant Les Bâtisseurs du ciel. Le tout premier roman que j'ai publié, c'était en 1999, ça s'appelait Les Rendez-vous de Vénus. Ça se passait au siècle des Lumières. C'était un récit de certaines expéditions scientifiques, mais agrémentées d'aventures extraordinaires. On est en pleine guerre entre les Français, les Anglais, les Hollandais, pour conquérir les mers, pour fonder les colonies, pour observer le passage de Vénus devant le disque du Soleil, c'est-à-dire un événement astronomique relativement rare, mais qui permettait pour la première fois de mesurer la distance de la Terre au Soleil. Je pensais m'arrêter là, simplement, et puis le livre a relativement bien marché pour un premier roman, et mon éditeur, aux éditions Jean-Claude Lattès, m'a dit ce serait bien de continuer. Et il se trouve que j'avais dans mes tiroirs tout un ensemble d'esquisses, de synopsis, parce que précédemment, j'avais un petit peu travaillé avec le célèbre producteur et réalisateur Jacques Perrin, qui est passionné par ces histoires-là, et il avait eu l'idée, qui malheureusement n'a jamais abouti, de faire une grande série pour la télévision, racontant précisément la vie sous forme de docu-fiction de ces personnages-là, et j'avais donc écrit une série de scénarios. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais j'ai ressorti ces scénarios-là et je les ai développés en roman. Donc après, il y a eu Le Bâton de Clyde, qui racontait l'histoire de la naissance de la science en Grèce, essentiellement autour de la bibliothèque d'Alexandrie. Après, je suis effectivement passé, toujours sur l'incitation réitérée de mon éditeur, qui dit il faut en écrire un autre, ce qui a priori n'était pas du tout dans mes intentions, tellement qu'il y a des choses à faire, à la série des Bâtisseurs du ciel, que vous mentionnez, 4 romans, donc Copernic, Tycho Kepler, Kepler Galilée,
et Newton. Voilà. J'en étais à 6. Et puis plus récemment, je me suis dit, il y a un trou qui manque. Il y a un trou à combler, c'est précisément l'épisode de l'astronomie arabo-musulmane qui a repris le flambeau de l'astronomie grecque qui était oubliée en Occident. Et j'ai raconté donc dans Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande, cette histoire parfaitement authentique, mais ignoré pratiquement de tous, extraordinaire, de ce prince héritier, petit-fils de Tamerlan, qui gouverne Samarcande, qui gouverne un immense empire, et qui va consacrer sa vie à observer les étoiles plutôt qu'à gouverner son pays, et finira par être décapité pour précisément avoir préféré les étoiles à la guerre. Est-ce que la série est finie, ou est-ce qu'on pourra voir d'autres volumes apparaître? Est-ce que vous avez déjà l'idée d'un suivant? Bon, j'ai un grand plaisir de l'écriture, même si parfois, devant la page blanche, on se sent pas toujours très bien. Je pense quand même pour cette série romanesque, je pense que je vais m'arrêter là, puisque ça fait 7, ça fait un nombre assez considérable. Et si je reviens au roman, je le ferai probablement, ce sera sur de tout autre sujet. Parmi les personnalités dont vous aviez envie qu'elles soient présentes dans cette nuit figurait Jean-Claude Carrière, l'écrivain, le scénariste, le conteur. Jean-Claude Carrière, vous m'aviez parlé notamment du livre de conversation qu'il avait publié il y a un peu plus de 30 ans maintenant, avec les astrophysiciens Jean Audouze et Michel Cassé, qui s'appelait Conversation sur l'invisible. Oui. C'est un titre qui fait assez écho à vos travaux également, qui fut un grand succès de librairie à l'époque, à l'occasion de la republication de ce livre et de la parution d'une sorte de prolongement, une conversation avec Jean Audouze seul cette fois, qui s'appelait Regard sur le visible. Jean-Claude Carrière était l'invité d'André Velter en 1996 dans Agora. On l'entendra dans cette émission raconter ce projet étonnant. Jean Audouze, Michel Cassé et Jean-Claude Carrière se sont d'ailleurs retrouvés tout récemment pour une nouvelle série d'échanges qui a été publiée sous le titre du Nouveau dans l'invisible. Pourquoi est-ce que ce premier livre, Conversation sur l'invisible, vous avait frappé, et pourquoi est-ce que vous vouliez qu'on écoute? D'abord, il avait été fait avec 3 personnes que je connaissais bien. D'abord 2 professionnels, Michel Cassé et Jean Audouze, dont j'étais très proche et très ami. Et puis Jean-Claude Carrière, que je voyais venir régulièrement justement travailler avec Michel Cassé et Jean Audouze à l'Institut d'astrophysique de Paris, où j'avais aussi un petit peu quelques entrées, même si j'étais essentiellement rattaché à l'Observatoire de Paris. Et finalement, c'était exactement à la même époque où moi, j'étais en train d'écrire mon premier bouquin de vulgarisation sur les trous noirs en 1987. Et donc, je croisais régulièrement Jean-Claude Carrière, dont j'aimais beaucoup, évidemment, là, sa façon tellement douce de parler avec sa belle voix et de façon si claire. Voilà. Et donc voilà, cet ouvrage m'avait intéressé parce que c'était une époque où l'Institut d'astrophysique de Paris, qui était dirigé justement par Jean Audouze qui avait beaucoup d'ouverture sur le monde extra-scientifique, faisait venir régulièrement, 1 fois par mois, un poète, un homme de lettres, un scénariste, un écrivain, un musicien, pour parler de son rapport précisément aux sciences de l'univers. C'était toujours très très enrichissant, et c'était des rencontres qui étaient très belles et qui correspondaient tellement évidemment à mon goût de l'interdisciplinarité. Voilà, donc après j'ai connu Jean-Claude Carrière, je l'aimais beaucoup, il m'a fait l'honneur de préfacer l'un de mes recueils de poèmes, notamment en faisant également de jolis petits dessins. Mais finalement, avec le recul, on s'aperçoit que finalement, à l'époque où ils ont publié ce premier ouvrage, Conversation sur l'invisible, on commençait à peine à réaliser l'importance de l'invisible. Or, ce n'est que depuis cette époque-là qu'on en a découvert qu'effectivement, et ça c'est la cosmologie moderne, que 99% de la matière et de l'énergie dans l'univers ne sont pas sous forme visible électromagnétique. On a de la matière noire, on a de l'énergie sombre. C'est l'un des plus grands questionnements scientifiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la matière noire? D'où vient l'énergie sombre? Est-ce que c'est l'énergie du vide quantique dont parle Michel Cassé également dans certains de ces ouvrages-là? Est-ce que ce sont encore des forces inconnues? Et donc, effectivement, ça rejoignait finalement les intuitions que moi j'avais eues dans mon enfance en regardant le ciel et le noir. Qu'est-ce que c'est ce noir? Est-ce que c'est le vide, ou est-ce qu'au contraire c'est peuplé de toutes les potentialités du monde? Et aujourd'hui, justement, des théories nouvelles qui vont au-delà de la relativité générale, qu'on appelle les théories de gravitation quantique, sur lesquelles je suis en train de travailler maintenant, font des propositions tout à fait stupéfiantes. Par exemple, qu'effectivement, c'est le vide. Mais le vide décrit par la physique quantique, qui est potentiellement générateur de toutes les choses. Et quand je dis toutes les choses, il pourrait être non seulement générateur de notre univers, donc on remplace, si vous voulez, le Big Bang comme une explosion, un grand bout primordial à partir d'un point, qui évidemment une extrapolation et une absurdité physique. L'univers initial ne peut pas être un petit point finement petit dont tout sort. On remplace ce concept-là en agrémentant la relativité générale par les lois de la physique quantique, et on peut le remplacer par exemple par cette notion
notion de vide plein d'énergie. Le vide quantique est bourré d'énergie et cette énergie fluctue un petit peu comme à la surface d'un océan turbulent et on peut imaginer, et on l'a fait dans certains scénarios de cosmogénèse quantique, que l'univers est né d'une fluctuation de l'énergie de vide quantique, un petit peu comme si vous aviez une goutte d'écume qui se détache d'un océan et qui va engendrer une bulle d'univers. Et ça va tellement loin ce genre de théorie, même si on n'a aucune garantie qu'elles sont bonnes, on les explore, hein, c'est fascinant, on ne sait pas si elles sont bonnes, mais c'est fascinant. Parce que, du coup, l'écume qui bouillonne, elle ne produit pas une seule goutte d'écume, elle en produit une grande quantité. Et on a des théories aujourd'hui qui s'appellent les théories du multivers, qui disent qu'en fait, chaque goutte de l'écume, c'est un univers en soi. Et notre écume, notre univers à nous, ce n'est qu'une goutte née un petit peu par le hasard des choses, d'une fluctuation d'énergie du vide quantique, étant entendu que beaucoup d'autres univers se sont formés, se forment encore aujourd'hui même, et se formeront demain. Et ça, justement, l'un de mes nombreux projets littéraires encore en cours, c'est justement une sorte de recueil, d'analyse un petit peu épistémologique, de prise de recul sur toutes les approches actuelles de ces théories de gravité quantique, faisant appel soit à des multivers, des dimensions supplémentaires, qu'est-ce que c'est que le vide, etc. Le rôle, c'est quelque chose de difficile, mais d'absolument fascinant, et qui est fondé aussi en partie, on revient à la poésie inéluctablement, sur une phrase merveilleuse qu'a écrite Paul Valéry, pour laquelle j'ai une immense admiration, évidemment. Paul Valéry a écrit « Les événements sont l'écume des choses, mais moi, c'est la mer qui m'intéresse. » C'est exactement ce que fait le physicien théoricien. Une autre émission, Jean-Pierre Luminet, qu'on pourra entendre cette nuit, c'est une émission dans laquelle on entend une lecture de textes de Vincent Van Gogh à son frère Théo. On entend des lettres. Van Gogh a écrit tout au long de sa vie des lettres à son frère. Là, on écoutera les lettres qu'il lui a écrites vers la fin de sa vie, autour des années 1889, lorsqu'il était notamment interné à Saint-Rémy-de-Provence. On a choisi cette émission parce que vous souhaitiez qu'on évoque votre amour pour l'un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh, l'un de la série des Nuits étoilées, une toile qui est conservée aujourd'hui au MoMA. Pourquoi est-ce que vous aimez tout particulièrement ce tableau-là, Jean-Pierre Luminet? Oui, alors, très généralement, c'est mon amour absolu pour la peinture, puisque donc je baigne constamment dans l'esthétique, et donc pour moi, je rate pas une occasion d'aller visiter tous les musées, surtout que lorsque je vais en voyage un petit peu à l'étranger dans tous les pays, je rate pas évidemment une occasion d'aller dans les musées. Alors maintenant, effectivement, de la même façon que je m'étais aussi intéressé au rapport entre la poésie et l'astronomie à travers cet ouvrage, la Stentologie, le poète et l'univers, je m'intéresse également depuis de très nombreuses années, même si j'ai pas encore écrit de livre dessus, sur les rapports finalement entre les peintres et l'univers, c'est-à-dire comment, au cours de l'histoire, l'évolution des idées sur l'univers, les peintres ont pu exprimer leurs propres sentiments sur l'univers. Alors il y a plein d'exemples déjà extraordinaires, hein. Par exemple, si vous regardez la nativité que Giotto a peinte, la fameuse fresque de la nativité où on voit l'étoile de Bethléem qui a la forme d'une comète, on sait aujourd'hui en déchiffrant ce tableau qu'effectivement du vivant de Giotto, une grande comète qu'on appellerait plus tard la comète de Halley, était passée effectivement dans les cieux de l'Europe, et ce qu'il a représenté, c'est exactement la vision que l'on peut avoir de la comète de Halley avec l'étoile chevelue. Également, il y a un tableau de Dürer tout à fait extraordinaire qu'on a mis longtemps à découvrir parce qu'il l'avait réutilisé en faisant un autre tableau dessus, puis en le grattant, on a vu qu'il y avait quelque chose. Il avait assisté tout jeune en direct à la chute d'une grande météorite qui était tombée en Alsace, c'était en 1492, et donc il y a un tableau aujourd'hui qu'on a redécouvert en grattant ce qu'il y avait dessus, un tableau extraordinaire, une sorte de ciel complètement noir, une sorte de météore rouge qui troue le ciel, c'est le météore de Dürer. Voilà. Et donc on a plein d'exemples comme ça au cours de l'histoire. Et donc Van Gogh, qui évidemment c'est artistes les plus extraordinaires, les plus incompris de tout son temps, il est connu pour les Nuits étoilées. Il m'était particulièrement sensible puisque évidemment il vient de Nord, il découvre la Provence et il décrit avec émerveillement la clarté des cieux provençaux, la même émotion que moi j'avais, avec sa vision extraordinaire, il voyait les couleurs des étoiles, donc il écrit tout ça à son frère Théo, et on sait qu'il y a donc plusieurs de ces tableaux, on y voit des nuits étoilées. Et en particulier, cette fameuse nuit étoilée, donc au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, après le fameux épisode de l'oreille coupée, avec les conflits qu'il avait eu avec Gauguin à Arles, il s'est retrouvé près de Saint-Rémy-de-Provence, de cet asile Saint-Paul de Mosole, où je suis retourné récemment visiter cet endroit très très émouvant. Et donc il peint ce tableau et il l'écrit dans une lettre à son frère Théo. Je pense pas qu'elle fasse partie de l'émission là. Non, il écrit brièvement, c'est une lettre qui date du 19 juin 1889.
1889. Il lui dit brièvement, j'ai terminé la nuit étoilée. Alors à partir de là, moi je trouvais ce tableau tellement extraordinaire parce que donc on y voit un paysage de nuit avec un petit clocher, un cyprès, etc. Puis on voit un ciel complètement fou. A priori un ciel fou. C'est-à-dire on voit un énorme croissant de lune, on voit un astre absolument gigantesque au-dessus de l'horizon, on voit une vague lueur blanchâtre au-dessus des montagnes, un petit peu comme si c'était l'aube, avec le croissant de lune qui suggère qu'effectivement le soleil est prêt à apparaître, on est juste avant l'aube. On voit quelques étoiles, avec des tailles exacerbées évidemment par rapport aux tailles normales des étoiles, et puis au centre on voit une gigantesque spirale tourbillonnante comme Van Gogh. Alors, interpellé là-dessus, je me dis, alors sur Van Gogh, on dit que bon, il était à l'asile, il a un petit peu perdu les esprits, qui représente n'importe quoi dans le ciel, ou est-ce qu'il fait preuve d'un certain réalisme de position? Donc j'utilise un logiciel de reconstitution astronomique. Partant en arrière à partir de la date de 19 juin, je me suis dit, comme il peignait beaucoup, il a dû mettre 15 jours ou 2 semaines. Donc j'ai recherché dans les jours qui précédaient et j'ai trouvé une configuration, mais très précise, qui est le 25 mai 1889 à 4h40 du matin, à 5 minutes près. Je peux dire que c'est à ce moment-là que Van Gogh, dont on sait qu'il sortait la nuit, avec un chapeau de paille, avec des bougies autour, pour voir sa feuille de papier, il a positionné ce qu'il a vu dans le ciel. Et c'est exactement le croissant de lune à la bonne position, le gros astre au-dessus de l'horizon, c'est Vénus, et la grande spirale tourbillonnante, c'est ça le plus étonnant. C'est un objet qui est invisible à l'œil nu, c'est une galaxie spirale que l'on voit de face quand on prend des photographies. Alors je suis pas en train de vous dire que Van Gogh avait une vue télescopique, je suis en train de vous dire que Van Gogh était passionné d'astronomie, il était abonné à la revue de vulgarisation de Camille Flammarion, l'astronomie populaire. Il avait vu les premières photographies que l'on commençait à prendre à l'époque des galaxies spirales, et il s'est dit, je vais la mettre dans mon tableau, pour montrer quelque part que l'œil du peintre, il va plus. Tout ça, il ne l'a pas écrit. C'est moi qui interpole sa pensée. C'est vous qui nous livrez cette interprétation du tableau. Le peintre doit aussi montrer l'invisible, mais l'invisible, il est bien là. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'endroit où il a mis cette spirale tourbillonnante dans son tableau, c'est exactement l'endroit où il y a une galaxie spirale vue de face, qui s'appelle le Messier 74. On ne pourra plus regarder ce tableau de la même façon après cette explication, Jean-Pierre Luminet. Dans la deuxième partie de cette nuit, nous aurons donc le plaisir d'entendre d'abord une émission sur la querelle de l'héliocentrisme, proposée. C'est l'aube déjà, Jean-Pierre Luminet, ainsi se conclut votre nuit rêvée. Grâce à vous, on a pu entendre cette nuit plusieurs histoires sur le destin de l'univers. On a écouté l'histoire du Big Bang, celle de la querelle de l'héliocentrisme à la Renaissance et celle de la naissance de la théorie dite de la relativité générale. Et puis on a entendu les mots de Vincent Van Gogh, les voix de Jacques Réda, de Raymond Queneau, de Jean-Claude Carrière et la musique de Thelonious Monk. Physique, mathématiques, histoire, peinture, poésie, musique auront donc été à l'honneur de cette nuit, à l'image de la variété des domaines qui vous passionnent sur le terrain particulier de l'astrophysique. Dans quel champ est-ce qu'on va, à votre avis, voir éclore dans les années qui viennent de nouvelles théories, de nouvelles découvertes? Quels domaines vont être au centre de la recherche dans les années à venir? Oui, dans les sciences de l'univers, en tout cas, il y a à la fois des instruments tout à fait extraordinaires qui sont attendus. On a parlé brièvement tout à l'heure de la première détection d'ondes gravitationnelles. Il faut bien se rendre compte que là, c'est réellement une ère nouvelle pour l'astronomie, qui n'est, comme on a appelé, l'astronomie gravitationnelle, puisque ces détecteurs vont devenir de plus en plus sensibles, vont détecter de plus en plus d'événements qui ne nous fournissent pas d'autres informations dans aucun autre domaine, enfin, même pas d'ondes électromagnétiques, ce genre de choses. Et donc, ça permet effectivement de mieux traquer les trous noirs, peut-être le Big Bang lui-même. Donc, c'est effectivement un futur assez extraordinaire. Après, dans l'astronomie plus traditionnelle, on est en train de développer des télescopes géants aujourd'hui. Bon, j'ai parlé du réseau de radiotélescopes qui permettra sans doute de voir le grand trou noir au centre de notre galaxie. Mais en construction au nord du Chili, il y a ce qu'on appelle les extrêmely large télescopes, qui sont des télescopes de 30 mètres de diamètre par rapport aux 8 mètres actuellement existants. Et donc, évidemment, tout ça va nous donner accès à un volume plus grand de l'univers, ou en tout cas à un beaucoup plus grand nombre d'astres que normalement ils sont trop faibles pour être vus par les moyens techniques actuels. Vous savez que parmi les grands sujets, on n'en a pas du tout parlé, j'ai pas travaillé dessus, mais ça fait partie des grandes questions que l'on pose régulièrement, surtout quand on fait des conférences de vulgarisation, et la vie ailleurs dans l'univers. Et donc, vous savez que beaucoup de ces grands télescopes-là vont être capables de détecter davantage ce qu'on appelle d'exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que notre Soleil, et qui pourraient ressembler beaucoup à notre Terre, avec les conditions physico-chimiques que la Terre connaît. Et donc,
donc évidemment la question naturelle, la question du scientifique, c'est qu'à partir du moment où on a des conditions favorables, physiques, chimiques, qui disent que la vie est apparue sur Terre, pourquoi ne serait-elle pas apparue ailleurs dans l'univers? Je pense que ça fait vraiment partie des très très grandes questions qui vont être explorées et peut-être même résolues dans les prochaines décennies. Après, sur le plan de la partie dans laquelle je suis plus proche, parce que j'y travaille vraiment, c'est la physique vraiment fondamentale, la physique théorique. Alors, les grands questionnements également, c'est va-t-on enfin parvenir à unifier les deux grands piliers de la physique du XXe siècle, qui sont la relativité générale et la physique quantique, qui marchent tellement bien dans leurs domaines respectifs, mais quand on essaie de les mettre ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe, par exemple, au fond d'un trou noir, ou ce qui s'est passé vraiment au Big Bang, et que c'est vraiment le début du temps, ou au contraire, est-ce qu'on commence à le penser aujourd'hui, il a pu y avoir un avant Big Bang, avec éventuellement également une multitude d'univers différents. Tout ça, ça relève donc de théories en cours de formation et en cours d'exploration, qu'on appelle des théories de gravitation quantique. Donc c'est là-dessus que porte aujourd'hui ma passion du chercheur. Et là, c'est un risque énorme parce que, comme on en avait déjà parlé, aucune garantie qu'aucune des pistes qui sont explorées aujourd'hui par les esprits les plus brillants de la physique théorique est une garantie de résultat. Peut-être qu'on s'est fourvoyé, peut-être qu'il faut chercher autre chose, et peut-être même qu'il n'y a pas de théorie unique, une théorie de tout. Voilà. Et bon, ça fait partie donc des enjeux, et je pense que c'est ça le futur de notre recherche dans les sciences de l'univers. Mais il ne faut pas oublier aussi, évidemment, qu'elles ne sont pas déconnectées du reste. Et donc, peut-être que je pense que les révolutions encore plus à attendre, plus importantes, qui risquent de davantage changer un petit peu y compris notre vie de tous les jours, ce sont les recherches dans un domaine tout à fait différent, notamment dans les sciences cognitives, comment fonctionne le cerveau, et puis surtout ces fameuses recherches qui sont à la fois enthousiasmantes et parfois nous glacent un petit peu le sang, les recherches sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les robots vont finir à terme par remplacer l'humain? Est-ce qu'on va passer au transhumain? Tout un ensemble de sujets vraiment fondamentaux dont le public et les scientifiques en premier lieu, puis le public après, doivent réellement avoir conscience de ces enjeux extraordinaires. Merci infiniment, Jean-Pierre Luminet, de vous être prêté au jeu de cette nuit rêvée et de nous avoir donné envie de guetter les découvertes à venir et de nous avoir proposé les émissions qu'on a pu entendre cette nuit, émissions dont je signale qu'on peut toujours, comme d'habitude, les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr. Je cite tout de même quelques-uns de vos livres parus récemment. Vos publications sont nombreuses, je ne citerai qu'une petite partie. Il y a La conversation avec Hubert Reeves, intitulée Dialogue sous le ciel étoilé, qui est paru chez Lafon, L'univers en 100 questions chez Duno, et puis le dernier tome de votre série des bâtisseurs du ciel dont on avait parlé tout à l'heure, Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande, paru notamment au livre de poche. Je renvoie aussi vers votre blog que vous avez joliment intitulé Luminescience et qui comporte quantité d'informations sur vos publications, vos créations artistiques variées dans tous les domaines, et puis tout un tas de billets passionnants. On en donnera l'adresse exacte sur le site de l'émission. C'était donc La Nuit rêvée de Jean-Pierre Luminet, attaché d'émission Hassan M. Béchour, réalisation Virginie Mourtet, prise de son Anthony Thomasson.